Bonjour, vidéo numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave qui ne prête pas vraiment à sourire. Je vais vous parler du harcèlement scolaire. Dans le harcèlement scolaire, on va poser les choses clairement et rapidement. Il y a 3 positions. Il y a la position de l'intimidateur, agresseur, il y a la position de la victime et il y a la position du témoin. Ces 3 positions sont des positions de souffrance. On peut dire de l'intimidateur, agresseur, qu'il porte en lui une énorme souffrance, sinon il ne ferait pas souffrir autant. Alors soit il vit des choses très difficiles, soit il voit des choses très difficiles, soit les deux. Et il doit recevoir sûrement beaucoup de violence pour avoir autant de violence à donner aux autres. Il doit aussi avoir très peur de la violence lui-même pour avoir tant besoin de la mettre en scène et de l'éloigner de lui-même. Quant à la victime, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas conflictuel, c'est quelqu'un qui a une caractéristique particulière, qui peut être plus grand que les autres, plus petit que les autres, plus gros que les autres, plus maigre que les autres, premier de classe, dernier de classe, les cheveux d'une autre couleur, la peau d'une autre couleur, tout porte à cristalliser une violence qui est latente et qui est là dans le groupe. Les groupes sont porteurs de violence. À moins d'être matures. Mais des groupes matures, ça ne court pas les rues. Surtout dans les petites écoles. Déjà que chez les adultes, c'est pas fréquent. Alors, je pense que c'est très important de porter un soin tout particulier à ces enfants, parce qu'ils sont tous en souffrance. La victime souffre bien évidemment de cette position dévalorisante, humiliante, et qu'il a sacrifié sur l'autel de la fédération du groupe. L'intimidateur souffre parce que ce n'est pas un adulte, c'est un enfant, donc il est en train de s'accomplir et il est en train de se rendre compte de ce qu'il fait quelque part. Et s'il ne s'en rend pas compte, il est encore accessible à s'en rendre compte. Quant aux témoins, ils sont dans une position d'ambivalence absolument épouvantable, puisqu'il faudrait, pas dans l'idéal, il faudrait, dans la situation, qu'ils fassent un choix entre l'agresseur et l'agressé. C'est un choix qui est souvent fait en direction de l'agresseur, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus confortable, et surtout ça laisse la peur portée par quelqu'un d'autre que par soi-même. Mais c'est pas très confortable moralement, c'est pas très confortable intellectuellement, c'est pas très confortable dans son âme, dans son soi. Dans les outils qui sont utilisés par les agresseurs auprès de leurs jeunes victimes, il va y avoir les insultes, il va y avoir les crachats, l'enfermement dans les toilettes, ou l'empêchement d'aller aux toilettes, ce qui est aussi horrible, souiller les vêtements, souiller les affaires scolaires, humilier, moquer, dévaloriser des détails physiques ou autres. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, je crois qu'elle est de Einstein, mais je ne jurerai pas, mais je crois. La bêtise humaine et l'univers n'ont pas de limite, quoique pour l'univers, il rajoute, je n'en suis pas sûr. Donc je pense que c'est vraiment très très important d'apprendre à ces jeunes âmes des comportements avec des valeurs morales, des vertus, et on va souligner là, c'est d'autant plus important dans une époque où on est dans un monde qui est hyper branché avec des téléphones à partir de 10 ans, des écrans portables dans tous les sens, et donc aussi des appareils photo incrustés qui font que très rapidement on peut écrire un message insultant, prendre une photo dérangeante et l'envoyer avant même d'avoir réfléchi à ce qu'on faisait. Il faut donc apprendre à ces jeunes enfants, à ces enfants moins jeunes, jusqu'à ce qu'ils nous quittent, jusqu'à la terminale, voire un petit peu après, quelque part il faut leur apprendre à se servir de ces objets et ne leur laisser la totale autonomie que lorsqu'on sent que véritablement ils ont intégré des valeurs pour s'en servir. Et moi je dirais que si la société en est arrivée à un tel point d'augmentation du harcèlement chez les tout jeunes, voire même des suicides, c'est aussi que les comportements qui sont valorisés en classe, les seuls comportements qui sont dans la compétition, et en plus dans la compétition, donc voilà, ça rentre dans le même jeu, donc qui sont dans la compétition et qui sont notés, c'est des résultats scolaires. Mais si vous aidez un copain qui est tombé dans la cour, personne ne viendra vous donner un bon point ou une bonne note.
Je pense que c'est fort regrettable. Donc je pense qu'il faut valoriser aussi tous les comportements qui sont les comportements bienveillants chez nos enfants, que ce soit nos enfants en tant qu'enseignants, en tant que psy, en tant que parents, en tant que périscolaire, périfamilial. Je veux dire, quand on est avec des enfants, c'est important de souligner leurs comportements qui sont bienveillants. Et pas simplement les comportements qui, les ayant mis en rivalité avec les autres, vont faire qu'à un moment donné, ils se sentiront les plus forts parce qu'ils auront eu la meilleure note. Je veux dire, ça n'a pas de sens pour rêver une société. Il y a qu'à voir dans quelle société on vit aujourd'hui. Enseignant à ces jeunes âmes des valeurs morales. C'est notre devoir de parents. Alors, il faut savoir que c'est d'autant plus important et que c'est à problématiser, c'est-à-dire à mettre comme un problème, et je crois que l'éducation nationale est en train de le faire. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose qui se passe de temps en temps, puis ça forme les jeunes, et puis basta. Ça, c'est grave. C'est quelque chose qui se passe et qui fait que on estime que dans le primaire, chaque année, il y a 15 enfants qui se suicident. C'est grave. C'est grave. Donc voilà, donc on va dire que dans le cadre de la scolarité, il semblerait d'après les études, le harcèlement soit plus important en primaire, il y a plus d'agressivité spontanée. Progressivement, elle s'atténue jusqu'en terminale, mais malheureusement, après la terminale, ça recommence. Bon, en anglais, on appelle ça le school bullying, c'est-à-dire un bully en anglais, ça veut dire un voyou, un chien méchant, un chenapan, mais pire que ça, quoi. C'est une mauvaise personne, c'est un mauvais animal. Et quand on a subi de l'intimidation à l'école, de la violence scolaire, du school bullying, quelque part, c'est super important d'arriver à en parler. C'est super important d'arriver à en parler parce que ce que l'on ne dit pas, ça va s'imprimer. Et si ça ne s'imprime pas, ça peut aller jusqu'à une fort grave dévalorisation de soi sur un long parcours de vie, voire toute une vie. Ça peut être porté comme une sorte de plaie béante qui ne guérit pas et se répéter dans la vie. Ça peut éventuellement être transmis à des enfants dans un rôle d'éducation. En tout cas, si c'est mal géré, qu'est-ce que veut dire gérer? On va y revenir. En tout cas, si c'est mal géré, ça va laisser des traces qui ne seront pas forcément positives pour l'évolution et l'épanouissement de cette jeune âme, de ce jeune enfant, cette petite tête. Et à l'intérieur de l'esprit, de la tête de cet enfant, je parle de la victime présentement, tout ce qui lui arrive va le faire tourner en boucle dans des idées apeurantes. Et il va perdre la confiance en lui. Et ça peut aller très très loin, cette perte de confiance. Alors, l'agresseur, il a moins de risque de perdre confiance en lui, mais il risque de développer une agressivité, une hargne, en croyant que quelque part, on n'échappe pas à être comme ça si on veut s'en sortir. Et c'est pas le modèle qu'on a envie de leur transmettre. Donc, il faut qu'à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des familles, on pose d'autres solutions. Déjà, je reviens sur le fait de valoriser les comportements bienveillants, les aides spontanées entre un frère et une sœur et un frère, deux sœurs, deux frères, deux élèves dans une classe, de le valoriser, de le noter, de le mettre en avant. Par ailleurs, je crois que c'est important aussi de garder ce vocable dans l'institution scolaire et familiale, tant que l'enfant est jeune, d'intimidateur. Quelque part, c'est un rôle d'intimidation qu'il fait, car très certainement, c'est quelque chose qu'il subit d'une façon quelconque. Qu'il subit quelque part. Simplement, là, je ne sais pas laquelle, chaque cas est différent, mais chaque cas subit quelque chose. Rien n'arrive par hasard. N'oubliez pas que ce qu'on dit, je ne sais plus si c'est pas Montesquieu qui a dit ça, je ne suis plus très sûr, mais c'est même le tyran a peur. Et c'est pour ça que le tyran est un tyran, c'est parce qu'il a peur. Il a peur qu'on l'empêche, il a peur de quelque chose. Donc, quelque part, la tyrannie, c'est le principe qui est instauré par les agresseurs. Généralement, ils fédèrent autour d'eux par un charisme assez important les autres membres de la classe, et ça permet, ça met l'enfant agressé en position de bouc émissaire, et le bouc émissaire a pour fonction de renforcer les liens du groupe, de se dire, moi je ne suis pas exclu, donc je suis inclus. Alors,
donc utiliser pour instaurer la peur, la crainte et la soumission, ben, il va y avoir un certain nombre d'outils. Ces outils, ça va être les insultes, les crachats, enfin, et toutes ces choses-là. Donc, n'oubliez pas que c'est important d'être dans un travail au niveau de la communication. Dans l'accès à la problématique, si on est directeur d'école, si on est parent responsable d'une violence, d'une maltraitance. Quelque part, on va d'abord interroger les personnes qu'on a pris en flagrant délit ou qui viennent se plaindre à nous. Et on va leur demander de nous expliquer très 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 développé, vraiment, et sans les interrompre, tout ce qu'ils ont traversé, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun des deux. En questionnant vraiment pour avoir une vision bien complète de la situation. Ce serait bien qu'il y ait aussi des témoins. Et pour que ce soit le plus simple possible, ce serait bien que ce soit régulièrement dans les classes, par exemple tous les mois une réunion, et d'installer un dialogue. Donc là, si on est en train de régler le conflit, revenons d'abord à ça. Si on est en train de régler le conflit, on va demander à celui qui est l'agresseur et à celui qui est la victime et les témoins, les témoins, qu'est-ce qu'ils ont vu et à leur avis, comment on peut faire pour aider chacun des protagonistes, comment chacun peut aider l'autre. Parce que quelque part, le harceleur ne maîtrise pas sa violence. S'il ne la maîtrise pas, c'est quelque part, on ne la maîtrise pas sur lui. Il en est peut-être pas conscient, et c'est pas si simple, mais les adultes ne sont pas conscients de ça. Donc quelque part, voilà. L'autre, l'enfant victime, c'est souvent un enfant qui est non conflictuel, mais lui, il porte une différence qui va le stigmatiser. Donc, les aborder par une communication qui permet de ne pas les étiqueter, mais véritablement de les mettre en position de trouver eux-mêmes des solutions, et avec vous, si vous êtes le conciliateur, apporter aussi des solutions, mais ce n'est pas votre solution la meilleure, c'est quelle est la solution qui va convenir à l'ensemble. Et dans l'idéal, pour faire de la prévention, on va utiliser la même technique, mais au niveau d'une classe, ou au niveau de conversation à table, en famille, pour parler du problème, de temps en temps, à l'occasion d'une perche qui se présente, et si c'est en famille, on va prendre une perche, on va la créer. Si c'est à l'école, il faut ritualiser des réunions, comme ça, peut-être une fois par mois, où les élèves peuvent parler entre eux, avec un ou deux témoins adultes qui cadrent la réunion, et où ils puissent développer ensemble toute la souffrance que donne cette position d'être à la fois celui qui agresse, parce qu'au fond on est très malheureux si on agresse, celui qui est agressé parce qu'on est très malheureux si on est agressé, et on peut aller jusqu'au suicide, et on est très malheureux si on est témoin parce qu'on est obligé de choisir, et que bien souvent on a plutôt envie de soutenir la victime, mais qu'on n'a pas la maturité pour le faire. Les groupes agresseurs, les gens qui agressent sont des gens immatures, sont des gens qui sont inachevés, ou non épanouis, s'ils sont arrivés à l'âge adulte, il faut absolument qu'ils travaillent sur eux-mêmes, mais là c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont trop ancrés dans leurs problèmes, c'est pas gagné d'avance. Donc je vais vous donner une petite bibliographie, j'espère que je n'ai rien oublié de ce que j'avais résumé de toute ma gamberge. Je vous donne une petite bibliographie que j'ai trouvée sympa. Alors, il y a d'abord, je ne sais pas où je l'ai mis, mais il y a d'abord l'histoire de cette petite girafe qui était albinos, et qui était elle ressemblait à une petite sirène, une petite biche, tellement elle était jolie, mais toute blanche, et les autres girafes, bien évidemment, ne sont pas blanches, elles ont des taches. Et donc cette petite girafe va tenter de mille et une façons de retrouver une façon de se faire des taches sur la peau, par une certaine manière de se faire bronzer, enfin vous allez découvrir ces techniques. Mais malheureusement, c'est jamais les mêmes tâches que les autres girafes. Et je vous laisse découvrir à la fin de l'histoire, qui est un excellent support pour discuter avec les enfants des différences. Et voilà, il y a aussi tous ces gens qui sont africains ou noirs de peau et qui naissent albinos. Et pour eux, c'est une véritable horreur. C'est des enfants qui sont parfois même tués. On les dit maléfiques. Enfin, vraiment, et chez nous en France, c'est pas ça, mais par exemple, il y a l'histoire de ce petit rouquin il y a quelques années qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé à cause de la couleur de ses cheveux et qu'on lui disait que les rouquins ça sentait mauvais. Et que, enfin bref, qu'il n'avait aucune qualité, il était totalement dévalorisé, donc ce pauvre homme il s'est tué. Et puis il y a la cyberattaque aussi. Les cyberattaques, c'est utiliser tous ces nouveaux outils de communication qui sont les téléphones qui sont des appareils photo, les écrans qui sont aussi des
comment je dirais, des ordinateurs portables minuscules avec lesquels on peut transmettre, envoyer des messages, des photos à toute vitesse, sans même prendre le temps de ce qu'on a pu faire et des conséquences que ça peut avoir par rapport à ce qu'on envoie. Alors, il y a bien sûr des envois qui sont sans conséquences, voire drôles, amusants ou intéressants, mais il y a des envois qui sont très dangereux. Donc je pense que quand on offre un portable, et en moyenne à l'heure actuelle c'est 10 ans, à un enfant, il faut être très prudent dans la manière dont il l'utilise. Donc il faut surveiller l'utilisation de ce téléphone, regarder ce qui s'y passe, voir si l'enfant petit à petit prend une autonomie avec de la bienveillance et de la morale, s'il met en place les vertus, les valeurs que vous lui avez enseignées. Et à ce moment-là, il va gagner de l'indépendance dans l'utilisation. Il est bien évident qu'il ne peut pas avoir d'utilisation tant qu'il n'a pas une indépendance dans l'utilisation, tant qu'il n'a pas une morale acquise. Des valeurs de protection de l'autre autant que de soi-même. Bien évidemment de soi-même, mais de l'autre. Donc voilà, c'était des points que je voulais rajouter. Dans les autres points de bibliographie, pour revenir donc à tout ça, il y a 2 livres un peu anciens mais qui sont intéressants à lire. Il y a l'histoire du harcèlement de Thomas Hughes, qui date de 1822, enfin il est né en 22 et il est mort en 1896. C'est pas de la première fraîcheur, mais c'est un des premiers personnages de roman qui est un harceleur. Il s'appelle Flashman et en fait il va pourrir la vie d'un petit Tom Brown. Il va lui pourrir sa vie scolaire, il va lui brûler ses vêtements, enfin bref, etc. Mais c'est le petit Tom Brown qui va se faire engueuler. Donc voilà, Flashman, selon le vocabulaire de tout à l'heure, il fait du schoolboying, il fait de l'intimidation agressive. Le désarroi de l'élève, c'est un autre bouquin qui est de Robert Musil, qui date de 1880. Lui, il est né en 1880 et il est mort en 1942, un petit peu plus jeune. C'est aussi un excellent bouquin, c'est l'histoire d'un môme qui s'appelle Torlès, une histoire qui se passe au 19e siècle. Et Torlès, c'est un témoin, c'est le témoin d'un harcèlement, et il va devoir choisir. Alors je vous laisse lire le bouquin pour voir tout ce qui va se passer en lui, pour pouvoir prendre une décision en tant que témoin. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui en quelques mots simples mais précis. Et un des derniers outils que je crois ne pas vous avoir donné, c'est que moi je conseille que quand vous prenez un enfant qui est en train de faire un acte malveillant ou méchant ou qui agresse un chien ou un chat, ne le grondez pas spontanément, il n'est peut-être pas forcément encore conscient de ce qu'il fait, mais par contre installez-le tranquillement dans un espace paisible, peut-être vous restez avec lui, peut-être vous le laissez un petit peu tout seul, mais vous le préparez à méditer sur ce qu'il a fait. Vous lui demandez de s'asseoir à une table, soit d'écrire, soit juste de réfléchir, mais vous en reparlerez avec lui après, et vous demandez à la personne qui a eu un acte malveillant de méditer sur ce qu'elle a fait. Éventuellement, si c'est grave, vous lui demanderez de méditer plusieurs fois sur ce qu'elle a fait. Si c'est très grave et que vous êtes un chef d'établissement, vous serez peut-être amené à sanctionner. Un harceleur qui fait des actes graves de malveillance et de nuisance, évidemment qu'il doit être soit momentanément, soit transitoirement, soit définitivement exclu de l'école. Ça va dépendre de la gravité de ces actes. Mais si ces actes ne sont pas d'une grande gravité, passons en première intention par la méditation sur ces actes. Chacun doit méditer sur ce qu'il est. Après, il faut faire méditer aussi la victime sur cette idée qu'elle a d'elle-même qu'elle ne sait pas se défendre. Quelque part, tout à chacun doit pouvoir se défendre. Donc la victime doit explorer qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir se défendre. De la même manière que l'agresseur doit explorer qu'est-ce qui fait qu'il se permet de nuire à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il a une telle envie d'intimidation, de prise de pouvoir, de nuisance. Voilà, je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 5. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a intéressé, c'est important pour mon référencement. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, mes chers followers, si vous avez des questions, pour l'instant je réponds aux des questions qui m'ont été envoyées, continuez à m'en adresser en message privé comme vous l'avez fait, en message public aussi, c'est pas gênant, sur la page professionnelle de Facebook, ou bien sur le site faites-vous-aller-bien.com. Je vous redonnerai toutes les vidéos, toutes les références à la fin de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 5.